Je sais ce que vous vous dites. Je sais exactement ce que vous vous dites. Je pensais la même chose. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le ciseau a dérapé, tout est allé si vite, je n'ai pas contrôlé. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Jésus. Just a man. Just a man. On dit que la beauté est subjective, que les goûts, les couleurs, c'est dans la nature. En fait, c'est pas totalement vrai. Du moins, si on se base sur la littérature scientifique, si on se base sur notamment une grosse méta-analyse qui a été citée 2350 fois, il me semble, qui a été menée dans les années 2000, selon cette méta-analyse menée par Langlois et tous ses collaborateurs, la beauté ne serait absolument pas subjective. Ce qu'on observe, c'est que finalement, il y a un énorme consensus dans l'évaluation de la beauté des visages qu'on montre à des participants, que ce soit chez des hommes, chez des femmes, chez des enfants, même chez des nourrissons, puisque les nourrissons regardent plus longtemps les visages considérés comme beaux, et c'est même quelque chose qu'on retrouve entre des cultures différentes et entre des populations ethniques différentes. C'est ce concept en psychométrie qu'on appelle la fidélité. La fidélité, c'est ce qui va mesurer la stabilité, la cohérence entre les juges. La fidélité, elle varie entre 0 et 1. Donc 0, ça signifie que chacun mesure quelque chose de différent. 1, ça veut dire que tout le monde mesure la même chose. Donc ça laisse très peu de part à la subjectivité finalement, alors que 0, ça voudrait dire que comme chacun a sa propre note, du coup c'est entièrement subjectif. Et en l'occurrence, la fidélité mesurée par les coefficients de fidélité sont plutôt très bons. Quand on a un coefficient de fidélité de 0,90, dans ce cas précis, ça voudrait dire que 90% de la variance correspondrait au score vrai, serait expliqué par le score vrai, c'est-à-dire le score le plus objectif possible donné par les différents juges. Et les 10% restants, ce serait finalement la part subjective, l'interprétation propre à chacun de la beauté du visage. Donc il y aurait 10% laissés à la subjectivité et à chaque individu. Dans à peu près tous les pays du monde, peu importe son sexe, peu importe sa culture, peu importe son ethnie, peu importe son âge, on est à peu près tous d'accord pour dire ce qui est un beau visage et ce qui n'est pas un beau visage. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que les gens persistent à dire que la beauté est subjective. Je pense que c'est parce qu'en fait, la beauté ne se résume pas à un seul facteur. Il y a plein de facteurs qui expliquent la beauté. On pourrait dire que la beauté est un concept multifactoriel. La beauté, c'est pas juste avoir un visage masculin ou avoir un visage féminin pour une nana. On l'a vu la dernière fois, le visage masculin, ça plaît, c'est considéré comme indicateur de dominance, c'est associé, on va le voir, à des choses plutôt positives, mais ça ne suffit pas. C'est effectivement la symétrie, c'est le dimorphisme, donc masculinité pour les hommes, féminité pour les femmes. C'est aussi la jeunesse, évidemment, l'adiposité. Moins vous avez de matière grasse sur le visage, plus vous êtes considéré comme attirant, chez les hommes, chez les femmes, peu importe. C'est le averageness. Je dis pas des mots anglais pour me la péter, c'est parce que c'est les mots que je lis dans la littérature scientifique, et des fois c'est un peu compliqué de les traduire. Alors averageness, ce serait le visage moyen d'une certaine manière, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau fait une sorte de prototype de tous les visages qu'il a rencontrés, il en fait une moyenne, et ce visage moyen est considéré comme plus attirant en tout cas que des visages qui sont dits distincts, rares. Il y a aussi les proportions, avec le fameux nombre d'or, la brillance de la peau, la finesse des traits, les expressions du visage. La beauté est un concept objectif, la beauté est un concept qui reprend beaucoup de critères. C'est un cocktail, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de beautés différentes, parce que c'est un cocktail de plein de variables différentes. Comme on disait dans la dernière vidéo, la beauté d'un Chabal n'a rien à voir avec la beauté d'un Keanu Reeves, qui n'a rien à voir avec la beauté d'un Alain Delon, etc. On sait ce qu'est la beauté, mais à quoi ça sert la beauté? Alors vous allez me dire, la beauté c'est indicateur de santé, de bonne santé. Eh bien, c'est pas le cas en fait. Alors ça a surpris un peu tout le monde, ça va à l'encontre des hypothèses qui avaient été émises par les chercheurs. Ça va à l'encontre de quelques petites études qui avaient été menées sur le sujet, qui avaient plutôt tendance à montrer que la beauté était corrélée
à la santé. Le problème, c'est que ces études-là avaient été menées sur des tout petits échantillons et qu'elles se basaient sur des mesures auto-rapportées, sur des déclarations auto-rapportées de leur propre santé. Les gens disaient je suis en bonne santé ou je suis pas en bonne santé. Et là, tout récemment, il y a eu 2 études massives qui ont été menées sur le sujet, donc en 2017 et en 2018. Les chercheurs, dans ces 2 études, ils sont basés sur des mesures beaucoup plus solides. Alors déjà, ils ont fait passer des entretiens et deuxième point, ils ont fait des prélèvements de salive. Pour évaluer notamment la performance du système immunitaire et d'autres critères. Alors au niveau des résultats, ce qu'il en ressort, c'est que chez les hommes et chez les femmes, il n'y a pas de corrélation entre la beauté et le niveau de santé. Performance du système immunitaire, le stress oxydatif, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas non plus de corrélation entre la symétrie du visage, entre le dimorphisme, entre le averageness, le visage moyen, et le niveau de santé. La seule corrélation qui a été observée, c'est entre la masculinité du visage, donc chez les hommes, et la fertilité, donc la qualité du sperme plutôt. Donc il y a une corrélation positive entre la qualité du sperme et le visage masculin, et une corrélation négative entre le visage moyen et la qualité du sperme. Pourquoi j'ai vraiment voulu vous parler de ça aujourd'hui et pourquoi je pense que ces études c'est quelque chose de très intéressant pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, la méthode scientifique, c'est qu'on a tous des convictions et on peut avoir les meilleurs arguments possibles, ça ne veut pas dire que ça va se vérifier de manière empirique. Il y a plein de gens qui ont plein d'hypothèses et qui vont les dire comme ça et on va trouver ça génial, on va trouver ça hyper intéressant et on va se dire tiens, il doit avoir raison. La méthode scientifique, elle sert justement à valider des hypothèses et pas seulement à émettre des hypothèses. Valider des hypothèses, c'est tout un travail et c'est pour ça que le boulot des chercheurs peut être un peu ingrat dans le sens où parfois ils vont démontrer des choses et les gens vont dire il fallait des études pour montrer ça, c'est une évidence. Mais non, il faut des études, il n'y a pas d'évidence, il faut aller le démontrer. Et il y a plein de choses que vous et moi, on considère comme des évidences, mais qui n'ont jamais été montrées dans la science. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette approche scientifique et de ne pas rejeter d'un revers de main les petites découvertes qu'on a dans la science. C'est des grandes découvertes en fait. En parlant de chercheurs, j'ai un petit message à faire passer. Si vous êtes vous-même chercheur en psychologie, ça m'intéresserait beaucoup de vous proposer de travailler avec moi pour tout simplement écrire plus de vidéos. Ça me prend beaucoup de temps, énormément de temps à écrire ces vidéos. J'aurais bien besoin d'une autre personne pour m'aider, quitte à faire des articles aussi sur mon site internet. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble, je serais très intéressé. Et vous êtes évidemment les bienvenus, tous les chercheurs en psychologie sont les bienvenus sur le Club des Philogines gratuitement. Ceux qui veulent continuer, il y a le Club des Philogines, comme je vous dis, où on va beaucoup plus loin, où surtout je m'octroie des libertés, parce que là je fais très attention à ce que je dis, mais je me permets de donner mon avis et de donner des applications concrètes surtout. Et pas juste de dire voilà ce que dit la chance. On essaye de trouver des applications concrètes dans la séduction, dans la vie de tous les jours. Donc là par exemple, la dernière fois on a parlé de l'assertivité au travail. La fois d'avant on avait parlé du rôle de l'extraversion dans la séduction. Voilà, c'est des sujets que j'aborde plus dans les réunions. Et si jamais vous voulez aller sur le terrain avec moi, faire des séances avec un psychologue qui vous amène sur le terrain, eh bien vous pouvez aller voir sur le site internet, j'explique un peu plus ma méthode qui est assez inspirée des thérapies cognitivo-comportementales. Sachez que je vais passer à Lille, alors habituellement je fais ça à Paris, mais là je vais passer à Lille bientôt, donc c'est peut-être l'une des dernières fois que je le précise. Si vous êtes de Lille et que vous n'avez pas prévu de passer sur Paris dans les mois qui arrivent, vous pouvez faire une demande sur philoginelille@gmail.com en répondant aux questions qu'il y a sur le site internet. Ça m'aide à avoir plus d'infos sur vous avant de vous appeler. Et l'avantage c'est que là quand je viendrai à Lille, comme je resterai plusieurs jours, ça permettra d'avoir un petit suivi sur plusieurs jours. Dessiner cette toile, des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient je dis on, car elle en a février plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore cette